Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour mon update des lectures du mois de mars. Alors j'ai pas compté le nombre de pages, donc pour cette fois-ci je pourrais pas vous le donner, donc je vous mettrai directement à l'écran. La seule chose que je peux vous dire c'est que j'ai lu 20 livres différents dont 7 romans, donc c'est pas mal en termes de romans, et 13 mangas. En termes de romans il y avait pas mal de sorties qui m'intéressaient mais j'ai pas pu lire tout ce que je voulais. La pile à lire en général quand je la fais je la termine rarement en entier, mais je suis quand même très contente parce que j'ai pu lire différentes œuvres et 7 c'est quand même vraiment pas mal en termes de romans. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, je nous ai zoomé un petit peu pour qu'on soit un petit peu plus proche, vous et moi. Donc comme je vous ai dit, je vais commencer par les romans, j'en ai lu 7, ce qui est très très bien. À commencer du coup par un livre qui était dans ma pile à lire je crois, c'est La Reine des Neiges de Simon Rousseau, qui est comme ceci. C'est un conte interdit. Je vais vous faire une vidéo plus complète sur les deux contes interdits que j'ai lus ce mois-ci, puisque c'est ce que je fais habituellement, mais pour vous dire, j'ai quand même passé un très bon moment avec ce conte interdit là. J'ai trouvé qu'il était vraiment très très bien. On est avec en fait une jeune fille qui a son grand-père qui se suicide et qui décide du coup de retourner dans sa famille en fait, et elle se rend compte que peut-être ça pourrait ne pas être un suicide parce qu'il y a plein de choses qui ne collent pas, et elle décide du coup de mener sa propre enquête, et on découvre à travers ce livre là du coup toute l'enquête qu'elle mène, et le résultat à la fin est quand même vraiment très surprenant. J'ai beaucoup aimé, comme je vous ai dit, je vous en parlerai un petit peu plus dans une vidéo qui sera consacrée à La Reine des Neiges et au deuxième que j'ai lu, parce que c'est plus intéressant pour moi de vous revenir en fait en détail sur ces livres là dans des vidéos spécialisées, vous le savez. Deuxième conte interdit, c'est Le Vilain Petit Canard de Christian Boivin, qui est l'auteur des Trois Petits Cochons, qui est le premier conte interdit que j'ai lu, donc j'étais ravie de le retrouver, j'aime toujours autant sa plume. Dans ce conte interdit-ci, nous suivons un jeune homme qui travaille au sein d'une entreprise, qui est pas spécialement apprécié à sa juste valeur, qui est un petit peu un employé lambda, qui un jour est invité par le voisin, la voisine, qui l'invite du coup à une soirée, et il va se passer beaucoup de choses à cette soirée-là, et il n'en ressortira pas indemne. J'ai beaucoup apprécié ce conte interdit également, je pense qu'entre les deux c'est mon préféré, parce qu'il y a un certain truc qui est abordé que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous invite à patienter gentiment la vidéo sur ces deux contes interdits-ci que je vous proposerai le plus rapidement possible pour en savoir un petit peu plus sur ce que j'ai vraiment pensé en détail de ces deux contes interdits. Ensuite, je vous mets la photo juste ici. J'ai lu Showstopper, qui est du coup le premier tome d'une duologie. J'avais acheté le tome 2 chez Noz pour 3 €. Ce qui m'avait attiré, c'était vraiment la couverture. Et j'ai pas réussi à trouver le tome 1 en physique pour pas très cher. Il revenait beaucoup plus cher que le e-book, donc nous sommes lancés dans le e-book. On est avec deux protagonistes. Alors je sais pas pourquoi je lève les yeux au ciel alors que j'ai fait une fiche exprès. Estelle, es-tu bête? Voilà, nous sommes du coup avec Ochiko et Bénédicte. Alors Ochiko, elle fait partie des pauvres, donc de la classe sociale très très basse, et Bénédicte en fait lui fait partie vraiment des riches. Alors les pauvres, il les appelle les bâtards, et en fait les bâtards, donc là pour le coup Ochiko, elle est pas dans les quartiers pauvres, mais elle a été recrutée par un cirque, et elle se produit, je crois que c'est tous les soirs il me semble, devant du coup des riches qui payent. Et en fait ce cirque là c'est un peu le cirque des horreurs, puisque tous les jours il est pour le spectacle, il est de raison de terroriser les gens qui travaillent, donc les bâtards, et leur vie est en jeu en fait littéralement tous les jours, puisque dès qu'il meurt en fait finalement ça fait jubiler les riches. Et lui, Bénédicte, du coup sa mère elle est quand même vachement cotée dans la ville, je crois qu'elle est mère ou adjoint au maire, quelque chose comme ça, et du coup lui va participer à un spectacle de cirque, donc pour aller le voir, et va découvrir en fait toute l'horreur qui s'y trouve. Il va pas trouver ça spécialement hyper normal, et va décider du coup d'aider notre protagoniste, et donc du coup toute l'histoire va tourner autour de ça. C'est une dystopie du coup, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien amené. Alors j'avais peur un petit peu parce qu'au départ c'était un livre qui est édité sous la maison d'édition Bayard, et Bayard est une maison d'édition qui est quand même, je trouve, globalement très jeunesse. J'ai lu des romans de Bayard que j'ai trouvé beaucoup trop jeunes en fait. Alors peut-être après c'était une sous-maison d'édition, c'est possible aussi, parce qu'il y en a plein qui sont qui ont des sous-maisons d'édition avec des côtés un peu plus jeunesse, etc. J'avoue j'ai pas fait hyper attention, mais en tout cas j'avais vraiment peur de pas aimer, de trouver ça beaucoup trop doux, et en fait au final c'est vraiment pas doux du tout. Je dirais même que c'est quand même assez trash, puisqu'on a quand même des choses qui nous sont décrites qui sont assez violentes. On a vraiment ce côté exploitation qui est très mis en avant, et moi j'ai trouvé vraiment le livre très très sympa. Donc j'ai hâte de lire le tome 2, je le lirai pas tout de suite parce que pour le coup c'est pas un truc non plus où j'ai hâte de connaître la suite. Pour moi la fin est une fin, et il n'y a pas spécialement nécessité de faire un tome
tome 2. Ils ont quand même voulu en faire un, donc je lirai par curiosité. Mais je suis pas non plus dans l'attente du tome 2 parce qu'on reste pas sur un cliffhanger quoi. Mais c'était sympa, j'en ai pas beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit que j'allais vous en parler dans cette vidéo aussi. Et pourquoi pas que vous puissiez le lire parce que j'ai trouvé qu'il valait quand même le coup. On passe à un Brittany Sherry. Alors Brittany Sherry fait partie de mes autrices préférées. Je trouve que chacun de ses livres est une pépite qui est pas comparable aux autres. J'ai beaucoup aimé sa saga Compass dont je vous ai parlé toute l'année dernière. D'ailleurs c'est un de ces livres là qui fait partie de mes livres préférés de l'année. Et là j'ai voulu tenter du coup sa saga Elements qui est en fait une saga inspirée des éléments. Donc vous avez l'air, vous avez le feu, vous avez l'eau et vous avez la terre je crois. J'ai lu que l'air pour l'instant mais je l'ai énormément annoté, je pense que vous voyez. Il est entièrement surligné à l'intérieur, il y a des petits cœurs et tout, enfin bref j'ai beaucoup aimé. Nous sommes avec Elisabeth. Alors Elisabeth elle a une fille qui s'appelle Emma et elle rencontre un homme qui s'appelle Tristan et en fait les deux ont à peu près la même vie puisque Tristan a perdu sa femme et sa fille et Elisabeth a perdu son mari et en fait l'histoire va tourner autour de leur détresse à chacun et en fait comme pour les compasses à comment on peut se faire du bien dans le mal qu'on ressent. Je sais pas trop comment l'expliquer mais je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ils ont une situation qui est fort identique, fort comparable, même si Tristan du coup a perdu sa fille et qu'Elisabeth non. Ils ont quand même le deuil en commun et à travers l'histoire on découvre un petit peu ce qui s'est passé de chaque côté. Donc pourquoi le mari d'Elisabeth est mort, pourquoi la famille de Tristan est mort et c'est vraiment hyper intéressant. C'est un livre qui est très touchant, qui touche bon le deuil donc forcément c'est assez sensible mais elle le fait avec brio comme d'habitude. C'est très bien fait, c'est vraiment génial et j'ai hâte de découvrir du coup. Le deuxième c'est sur l'eau, non c'est le feu. Le deuxième c'est le feu, le troisième c'est l'eau et le quatrième c'est la terre. Le seul que j'ai pas c'est la terre, je l'ai pas acheté encore parce que j'en ai déjà 2 d'avance. Mais c'est vraiment des livres que je trouve très faciles à lire, très bien. Ils font 400 pages mais en laissant pas passer. Voilà. Et en plus ils sont jolis. Je préfère les couvertures comme ça là, parce que les couvertures avec les mecs torse nu ou les mecs genre un peu mystérieux sur la photo on a flemme. Mais ceux-là sont très jolis, j'aime beaucoup. En e-book j'ai lu Scared de Emily McIntyre qui est un livre que j'attendais de pied ferme puisqu'en fait c'est le deuxième tome de la saga Never After. Le premier tome étant Hooked qui a été mon coup de cœur du mois d'août je crois. Nous sommes donc avec 2 protagonistes. Encore une fois ils ont tous les mêmes prénoms. Le protagoniste masculin s'appelle Tristan et Sarah est la personnage principale. Alors Sarah elle décide plus ou moins plus ou moins comme plus quand même, de partir en fait se marier avec un mec pour trouver les termes, excusez-moi mais en termes de royauté j'y comprends rien. Elle est princesse de je ne sais plus quoi et elle va décider du coup d'aller épouser le prince de Bel Air là et du coup elle part dans son château avant de l'épouser et elle apprend à le connaître parce que de toute façon elle va être obligée de l'épouser hein, puisque c'est son oncle qui l'a envoyé mais tout est question de magouille, enfin vous comprenez c'est toujours très magouille ce genre de choses là. Le truc c'est que il va se passer des choses en interne. C'est un retelling du coup Dark Romance du Roi Lion. Je trouve que les personnages correspondent hyper bien. Genre franchement Tristan je le voyais bien en Scar hein. Franchement ça passait hyper bien. Après par rapport à Hooked que j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que celui-ci avait des longueurs. C'est possible que ce soit le thème abordé qui me parle pas spécialement parce que comme je vous ai dit, moi tout ce qui est princesse, château, royauté etc. c'est pas un sujet que je maîtrise énormément et par conséquent c'est un petit peu compliqué je trouve quand c'est pas un sujet que vous affectionnez à la base. J'ai quand même bien aimé ma lecture mais j'ai préféré la lecture de Hooked que j'ai trouvé beaucoup plus sympathique. J'avais plus d'affect pour les personnages, même si l'histoire était quand même très bien pour celui-ci. J'ai préféré vraiment Hooked. Je compare les deux, excusez-moi, mais c'est de la même saga donc je me permets. Mais du coup ouais, j'ai préféré Hooked. Et je sais pas trop ce que vont donner les autres, du coup j'ai un peu peur parce que j'avais tellement aimé le premier tome que je me suis dit c'est obligé, les deuxième, troisième, quatrième vont être géniaux. Là je suis un peu refroidie. J'ai pas trouvé qu'il était mauvais, hein. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5 ce qui est très bien. Mais c'est vrai que voilà, c'est moins bien passé que le premier. Nous passons au livre populaire du mois puisque forcément tous les mois il y a un livre qui sort et tout le monde est en mode oh mon dieu je l'attends trop. Là c'était Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble évidemment. Tout le monde attend cette saga à chaque fois que ça sort comme si c'était le messie. Je comprends parce que j'en fais partie aussi, j'avais vraiment hâte qu'il sorte. Il est sorti fin du mois, il est sorti le 20. J'ai mis 5 jours pour le lire. 4 jours. Parce que je l'ai lu le 21 et évidemment pour moi c'est toujours une réussite. On est avec Magnolia qui a en fait une petite fleuristerie, comment on dit, je sais plus comment on dit. Elle est fleuriste en tout cas et elle croit plus du tout à l'amour. Elle a un enfant, il s'est passé beaucoup de choses en fait dans sa vie et aujourd'hui l'amour pour elle c'est vraiment le truc qui l'attire le moins. Elle en est presque dégoûtée et un jour en fait elle fait la rencontre malencontreusement, c'est vraiment pas prévu à la base, de Camille qui lui est un milliardaire qui a fondé en fait une application
fonction d'escorte et qui en fait lui dans sa vie, c'est pas qu'il croit pas en l'amour mais il y croit pas plus que ça, il est plus dans les délires d'un soir et sans vraiment d'attache quoi. Et en fait quand il rencontre Magnolia, il la trouve directement très solaire, très lumineuse, il comprend pas vraiment trop pourquoi, il sait pourquoi mais nous au départ on n'est pas censé savoir pourquoi, d'accord, et c'est vraiment un livre que j'ai trouvé qui est aussi touchant parce qu'il y a des thèmes qui sont abordés qui sont compliqués parce qu'en fait Magnolia est quand même une femme qui élève seule son enfant, on apprend pourquoi dans le livre, elle est traumatisée par quelque chose de précis, c'est la raison pour laquelle elle croit plus en l'amour, c'est quelque chose qui arrive très souvent malheureusement. J'ai trouvé que malgré le fait que ce soit des sujets sensibles, c'était très bien abordé, c'était fait de la bonne manière, c'était pas cru, c'était pas posé juste comme ça, c'est abordé en profondeur et de la bonne manière, comme je vous le dis. J'ai trouvé les personnages étaient attachants et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Camille c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un qu'on aimerait aimer, et Magnolia c'est pareil, c'est quelqu'un de très gentil qu'on aimerait aimer aussi, qu'on aimerait réconforter les deux, et j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Et au niveau classement, un automne reste premier pour moi, je mettrais le printemps en deuxième et l'hiver en troisième. L'hiver je l'ai pas détesté, je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant donc au mois de janvier je crois, mais c'est vrai que par rapport à l'automne qui a mis la barre très haute, ça va être compliqué de défaire l'automne de sa première place. Il reste encore l'été qui peut peut-être changer la donne, il sort en juin, mais le printemps était quand même très doux, c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas encore quel est mon livre préféré du mois, je crois que c'est quand même The Air Ibris de Brittany Sherry, mais le printemps était pas loin de l'être. Comme à chaque fois que je fais ce genre de vidéo, je n'ai plus de salive, je suis en train de m'assécher. Je vais donc continuer avec le livre La Divine Comédie de nos vies. C'est le dernier roman que je vais avoir à vous présenter. C'est de Gavin Clement Ruiz, qui est un petit livre comme ça que j'avais pris en boîte à livres. C'est un livre que j'ai lu honnêtement parce qu'il était pas très long et qu'il faut que je fasse de la place dans ma bibliothèque parce que j'ai pas mal de livres qui rentrent et j'en ai pas mal qui ne sortent pas. Voilà, donc il faut que je commence à lire un petit peu mes formats papier. Et donc du coup je me suis dit c'est un petit livre, ça va être sympa à lire. Nous sommes avec du coup Jérôme qui un jour, donc Jérôme fait partie d'un groupe de 4. Jérôme va un jour voir Sacha et lui dire j'ai quelque chose à te confier et j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. À savoir qu'ils sont amis depuis très longtemps et que du coup Sacha se sent obligé d'accepter ce que Jérôme lui demande. C'est quand même quelque chose de très compliqué et de très lourd de conséquences. Donc Sacha il réfléchit pas tellement parce que du coup c'est son ami et qu'il a envie d'être fidèle à son ami, mais c'est quand même comme je vous dis quelque chose de très important et on suit du coup cette décision qui a été prise et le point de vue de différentes personnes qui vivent cette situation étant donné que la situation n'empiète pas que sur la vie de Jérôme. Donc on suit ça, c'est un slice of life qui se lit. Honnêtement j'ai pas trouvé non plus que c'était un truc de fou, j'ai trouvé qu'il était bien à lire, qu'il était intéressant, voilà c'est une petite lecture qui se fait, mais j'ai pas, enfin c'est je pense honnêtement un livre que je ne retiendrai pas dans les années à venir, même dans les semaines à venir. C'est un livre qui s'oublie très vite parce qu'il n'y a pas de choses hyper marquantes dedans. Voilà, c'est un livre sympa pour faire un entre-deux lecture énorme puisque entre ces deux livres, entre ce livre là j'ai lu Un printemps pour te succomber juste avant et Le vilain petit canard juste après. Donc pour emboîter sur entre deux grosses lectures c'est pas mal, mais c'est pas un roman qui non plus est incroyable quoi. C'est sympa, ça parle de l'amitié, ça parle de jusqu'où on pourrait aller pour l'amitié, pour les gens qu'on aime beaucoup, mais c'est pas non plus un truc de fou. Alors on passe à un webtoon, je l'ai classé dans les mangas parce que c'est plus proche d'un manga qu'un roman. Chez Noz ce mois-ci ils ont reçu donc du coup un arrivage de livres de la maison d'édition, le matin calme je crois que c'est il me semble, et là non il y a marqué Koyoan, bon, je sais pas, écoutez peu importe, ils ont reçu un arrivage de livres d'une maison d'édition qui a coulé malheureusement. Et du coup parmi ces livres là qui étaient disponibles chez Noz, j'ai trouvé Mirror Game, ça m'a donné grave envie. C'est un livre qui est fini en 6 tomes mais il y en a que 3 qui sont disponibles, j'ai les boules, j'ai envie d'avoir la suite. Et en gros c'est donc du coup un illusionniste qui se produit en fait sur YouTube, qui fait plusieurs vidéos etc. Puis tout le monde est un peu impressionné par ce qu'il fait parce que ça fonctionne très bien. Et en fait un jour il décide tout simplement d'inoptiser, voilà, en direct tout le monde, voilà, tous les gens qui ont regardé, et en fait il leur intime de se suicider. Voilà, donc c'est pas très pratique parce que quand toute la planète a pour objectif de se suicider, ça fait pas mal de fouillis. Dans le livre les gens essaient de savoir déjà pourquoi il a fait ça, hein. On sait pas, mais pourquoi a-t-il fait ça, et c'est quand même assez intéressant. Alors moi ce qui m'a donné envie forcément c'est vraiment le
le synopsis qui était vraiment très intéressant. Maintenant honnêtement je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus parce que j'ai trouvé que c'était quand même assez soft, assez doux. Je m'attendais vraiment à ce que ça bouge un peu plus, j'étais un peu déçue. Alors peut-être mon attente était trop haute vis-à-vis de ce que c'était capable de me donner. Mais ouais, c'est une bonne lecture, c'est pas mauvais quoi, je crois que j'ai mis 4, mais j'en demande un peu plus. Je suis devenue exigeante avec les livres quand même. Mais il y a tellement de trucs qui sortent, il y a tellement de trucs que je lis, il y a tellement de trucs que je vois passer que c'est vrai que quand un scénario moi me plaît beaucoup, si ça suit pas derrière, que c'est juste un petit peu moyen, j'ai du mal. Voilà. Mais après c'était une bonne lecture quand même, je suis contente juste de l'avoir acheté chez Noz et de pas l'avoir payé plein pot. Voilà, je demande d'avoir plus, j'ai les 3 tomes du coup sur les 6, parce que j'aurais jamais la suite. Donc j'ai hâte de voir en fait la suite. On passe au réel manga du coup. Je vous mets juste ici la couverture du tome 3 de Pumpkin Night. Le tome 4 sort ce mois-ci. Alors, Pumpkin Night c'est une saga que j'ai commencé quand c'est sorti. Ça a été compliqué d'ailleurs, hein, puisque bon, les tomes c'est pareil que Humanimals, pour les avoir, faut avoir bac plus 12. Bref, en gros, j'avais vraiment hâte de connaître la suite parce que si jamais vous avez bien suivi un petit peu tout ce que je vous dis par rapport à Pumpkin Night, c'est un slasher qui est hyper intéressant. Moi j'aime beaucoup le gore pour faire gore, il faut pas forcément qu'il y ait beaucoup d'histoires, à partir du moment où ça se découpe ça me suffit. Et Pumpkin Night c'est un petit peu ça, il y a une histoire derrière en amont quand même, mais c'est très sanglant comme manga. J'avoue que l'histoire de Pumpkin Night je la trouve bien parce qu'en fait ça traite de sujets qui sont importants aussi et qui montrent en fait que tout geste a une conséquence derrière. Et pour ce tome-ci en fait ce que j'ai apprécié, bon, j'aime tous les tomes, hein, je vous ai toujours dit je mets toujours 5 étoiles parce que j'adore, mais ce que j'ai apprécié particulièrement avec ce tome-ci c'est qu'on en apprend plus sur l'histoire de Naoko. Du coup on en apprend déjà beaucoup sur le tome d'avant, mais là on en apprend un petit peu plus. On apprend aussi beaucoup de choses sur les autres personnages, un petit peu le lien qu'ils ont entre eux, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié vis-à-vis de ce tome-là. Ça reste toujours une histoire que je trouve vraiment très très bien. J'ai hâte de lire le tome 4 comme je vous l'ai dit qui sort d'ici quelques jours. J'aime beaucoup Pumpkin Night, je trouve que c'est ça vaut le coup, ça vaut le détour, d'autant qu'en plus les couvertures sont généralement très jolies. Je sais pas si c'est déjà terminé au Japon, je crois que non. Je sais pas si ça va être une grosse série ou pas, j'ai peur qu'à la longue ça devienne un peu redondant, mais là pour l'instant en tout cas avec 3 tomes ça ne l'est pas. Donc à voir la suite évidemment puisque je peux pas juger à l'avance des tomes que je n'ai pas lus. Et pour le moment moi ça me satisfait. Je suis tombée par hasard sur un manga qui s'appelle Mon mari dort dans le congélateur. Et je me suis dit il faut vraiment que je le lise, c'est vraiment spécial comme titre. Donc il y a 2 tomes, c'est très très court mais c'est suffisant, ils font tous les deux 192 pages je crois comme la plupart des mangas. Alors déjà à la base ce qui a aidé je pense c'est le fait que je ne connaissais pas et que j'ai pas vu de retour dessus. Donc j'avais pas spécialement d'attente particulière. On est du coup avec notre protagoniste principal qui s'appelle Nana, qui est battue par son mari, qui décide du jour au lendemain de plus se laisser faire et qui du coup le tue, le met dans le congélateur qui est dans son jardin. Elle part faire la fête et le lendemain matin elle se réveille chez elle et voit son mari rentrer. Alors, elle comprend pas trop parce qu'elle se dit je l'ai tué quand même la veille, c'est un peu bizarre, qu'est-ce qui s'est passé etc. Elle pense au départ que c'est un rêve et que elle a pas tué son mari la veille. Elle va vérifier dans le congélateur et son mari y est toujours. Donc elle comprend pas trop qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il lui veut. En plus il a l'air d'être tout à fait pas du tout rancunier par rapport au fait qu'elle l'a tué. Et donc du coup on évolue avec cette intrigue là et franchement j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. La fin je m'y attendais pas, j'avais pas spécialement d'idée de ce qui s'était passé honnêtement, hein, et je m'y attendais quand même pas. Et j'ai trouvé que c'était très sympa à lire, ça se lisait très très bien, c'était sympa. Franchement j'ai bien aimé. Je trouve que c'est sympa d'avoir des recommandations des fois de manga vis-à-vis de d'autres que vous lisez. Parce que je crois que celui-ci m'a été recommandé après avoir lu Pumpkin Night sur Goodreads. C'est vraiment très très sympa. Donc bah écoutez, moi j'ai bien aimé. On passe à un manga que j'avais hâte de lire, c'est Yonenmu de Junji Ito. Vous connaissez Junji Ito, vous connaissez mon amour pour Junji Ito, vous connaissez toute cette fascination que j'ai pour lui. C'est un mangaka que j'adore, c'est mon mangaka préféré. Ah, il sent plus la clope. Quand je l'ai acheté, il venait du Maison Fumeur, il sentait vraiment pas bon. Il sent encore un petit peu quand on évente comme ça les pages. Et en fait, le problème avec le journal des chats, du coup, parce que son nom en français c'est le journal des chats de Junji Ito, c'est qu'il n'a pas été édité en France. Alors il a été édité, mais il y a très longtemps, 2016 je crois. Et en fait le problème c'est que du coup les gens s'espantent le cul et le vendent 70 balles. C'est hors de question que je mette 70 balles dans un livre, vous êtes des malades. Du coup bah je l'ai acheté en anglais, je l'ai payé 5 €. Je pense que globalement ça doit être la même chose, hein, vu qu'il n'y a pas grand chose à faire, juste je comprends pas parce que le journal des chats de Junji Ito en français est beaucoup plus gros, alors je sais pas. En tout cas je l'ai lu en anglais, je l'ai kiffé. J'ai trouvé que c'était bien. Alors après c'est vrai que ça change de l'horreur qu'on peut avoir l'habitude de Junji Ito. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, Junji Ito c'est une horreur qui est très malaisante. C'est pas une horreur qui fait vraiment peur, c'est une horreur qui met mal à l'aise parce qu'il y a beaucoup de distorsions physiques, il y a beaucoup de situations très basiques qu'il crée en horreur. Et du coup c'est très... ça fait beaucoup réfléchir en fait. Il est très créatif. Franchement c'est une dinguerie. Il n'y avait pas vraiment de trucs creepy ou quoi, c'était plus de l'horreur, un petit peu en soum soum. Alors par exemple comme quand le chat le mord, ou c'est vraiment des scènes en fait
fait qu'il a vécu avec ses chats, qui sont un peu des scènes que tout le monde vit avec des chats puisque c'est littéralement la vie des chats quoi, c'est assez basique. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était sympa, c'est du Junji Ito donc forcément les dessins me plaisent. J'ai failli verser ma petite larme à la fin quand même puisque malheureusement il y a un de ces deux chats qui est décédé et il illustre en fait, il illustre la situation et ça fait très mal au cœur. J'ai perdu mon chat il y a 2 ans maintenant et ça m'a beaucoup rappelé ça. Donc c'était pas, j'ai pas aimé ce passage là, c'est toujours très compliqué. Mais après sinon le livre en soi est très très bien et ouais ça vaut le coup. C'est Junji Ito, c'est génial. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que Akira Toriyama est décédé ce mois-ci. C'est un mangaka que je connaissais de nom mais j'ai jamais lu. Il a beaucoup d'œuvres qui sont très connues mais je pense que vous connaissez tous Dragon Ball et ça faisait un moment que j'avais envie de lire Dragon Ball parce que c'est un peu un grand classique du manga. Je l'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu le déclic en fait on va dire, et forcément avec son décès je me suis dit c'est le moment, voilà, lance-toi. C'est quand même assez connu et ça peut pas faire de mal de lire des grands classiques. C'est comme One Piece, je compte le lire pas tout de suite, je les ai là, j'ai jusqu'au tome 16 mais j'ai lu que les 2 premiers tomes je crois. One Piece c'est pas trop pareil parce que du coup moi j'ai lu les 2 premiers tomes en ayant vu l'animé jusqu'à l'épisode 560 je crois, donc j'ai quand même pas mal de bases, je connais à peu près ce qui se passe. Tandis que Dragon Ball, j'ai regardé des épisodes à l'époque quand mon père regardait mais j'étais très petite, donc voilà, j'ai mémoire d'avoir lu d'ailleurs le tome 1, mon père l'a en papier je sais pas où, mais c'est vraiment des souvenirs qui sont très lointains quoi, donc je connais pas l'histoire, enfin je connais vite fait l'histoire mais très très peu par rapport à One Piece. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes, honnêtement je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que ce soit si drôle en fait. Je trouve que c'est très second degré tout du long, malgré le fait quand même qu'il y ait des passages qui soient très sérieux, puisque il y a beaucoup de passages même qui sont très sérieux. Mais c'est vrai que le début, mon père m'a précisé que le début de Dragon Ball est très très drôle par rapport au reste qui est beaucoup plus sérieux en fait quand il commence à grandir etc. Mais j'ai trouvé les 3 premiers tomes vraiment très très bien. Je me suis dit j'ai attendu beaucoup trop longtemps en fait parce que finalement c'est vraiment très très cool et j'ai hâte de lire la suite, franchement c'est vraiment très sympa. En plus de ça je le lis en couleur donc que demander de mieux et je vous conseille évidemment si vous l'avez pas lu de vous pencher dessus parce que malgré tout, là j'en ai lu que 3 et je peux vous dire que je pense que le terme chef-d'œuvre est fort approprié puisque c'est vraiment très très cool, j'ai beaucoup aimé. On passe au tome 4 du Gros Chat et la Sorcière Grincheuse. Je l'ai eu à temps ce mois-ci puisque le mois dernier j'ai tellement galéré pour avoir, franchement c'était une dinguerie. Là le tome 4 je l'ai eu le lendemain de sa sortie je crois ou quelques jours après, donc très très ravie. Évidemment j'aime toujours le Gros Chat, j'aime toujours l'histoire. Alors là on est un peu plus centré quand même sur un personnage qui n'est plus avec la sorcière malgré lui et donc du coup on en apprend un petit peu plus notamment sur tout ce qui est le royaume en fait avec la reine etc. Et j'ai beaucoup aimé, je trouve toujours que cet univers est trop adorable. Voilà donc évidemment je vous recommande de le lire parce que pour moi c'est le genre de manga sans prise de tête qui est très doudou et qu'on aime quoi. Je poursuis avec un manga. Déjà pour le tome 1 je vous avais dit, je sais pas trop quoi en penser quand même, c'est toujours pareil hein. Le tome 2 de Mother Parasite, je ne sais pas quoi en penser de ce manga, c'est une dinguerie. Je sais que j'aime le lire, j'ai envie de le lire parce que je veux savoir, mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que ce manga est très dérangeant, ça traite de thèmes très bizarre, il y a de l'inceste dedans, c'est pas agréable à lire. En même temps j'ai envie de savoir pourquoi il a cette obsession là pour sa mère et pour la mère d'autrui. Il est vraiment obsédé par les mères en général, et principalement sur la mère de son pote et je comprends pas pourquoi. J'ai envie de savoir en fait, je ne comprends pas. Et c'est vraiment très dérangeant, c'est vraiment un manga, je ne sais pas quoi en penser. Honnêtement je vous dis je le lis parce qu'il faut le lire, mais parce que j'ai aussi envie de le lire, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre, mais pourquoi ce gamin a genre, je sais pas, il a 15 ans je crois, et puis peut-être le sein de sa mère quoi, c'est le genre de scène qu'il y a dans ce manga là. Je sais pas vous dire, c'est comme des tubes, je sais pas pourquoi j'ai continué mais je kiffe toujours continuer. Là j'ai pas lu depuis un moment, parce que je l'ai plus en version papier. Est-ce que je vous conseille de lire, je ne sais pas, franchement faites ce que vous voulez, mais c'est très dérangeant, c'est vraiment très bizarre quoi. Le tome 2 de J'irai te tuer dans tes rêves, je l'ai enfin lu, voilà, c'est une série terminée en 4 tomes, donc c'est pas très long. J'en ai 2 sur les 4 en physique, je sais pas si je vais prendre la suite. Alors j'aime bien l'idée. J'irai te tuer dans tes rêves, c'est l'histoire de ce personnage qui en fait perd sa sœur qui décède et il décide en fait de se venger à sa manière et il se rend compte en fait qu'il a un pouvoir qui lui permet d'aller dans le rêve des gens qui le touchent. Voilà, tout simplement. Et lui il s'en sert du coup pour venger sa sœur. Je m'attendais à ce que ce soit plus
sanglant que ça. Ça allait un petit peu, mais pas autant que ce à quoi je m'attendais. Est-ce que si j'avais ce pouvoir, je l'utiliserais de la même manière? Je pense que non, je l'utiliserais de manière beaucoup plus violente. Mais j'ai bien aimé quand même. J'ai préféré peut-être le tome 2 au tome 1, que je trouve un petit peu plus abouti. Mais c'est pas non plus un énorme coup de cœur. Je l'ai lu, ça se lit, c'est bien à lire. Voilà, c'est pas un coup de cœur, donc faites ce que vous voulez. La saga en soi, il y a que 4 tomes, donc c'est pas énorme. Est-ce que je prendrai la suite si je le trouve de seconde main? Pourquoi pas? Est-ce que j'achèterai neuf? Je pense pas, honnêtement. J'ai ensuite le tome 2 de Copélion que j'ai lu également ce mois-ci. Pareil, là il y a 5 tomes à Copélion, ils sont à 3,95 unités, c'est très bien. Le tome 5 est sorti, je crois, faudra que j'aille l'acheter. J'aime toujours, c'est un univers post-apocalyptique avec, donc du coup les personnages sont des filles, c'est ce qu'on appelle des Copélion, et en fait les Copélion sont envoyés pour récupérer de potentiels survivants. Ils ont été totalement conçus pour résister à l'apocalypse qui est actuellement présente et du coup elle cherche des survivants. En fait, ce que j'avais déjà beaucoup apprécié avec le tome 1 et qui revient dans le tome 2, c'est les personnalités différentes qu'on peut avoir et les personnalités qui sont très pied à terre et qui sont pas forcément des robots super à entraîner, super qui ont peur de rien, etc. On a un peu toutes les personnalités. Il y a les personnalités qui sont un peu plus introverties et les personnalités un petit peu plus extraverties. C'est ça que j'aime bien en fait avec Copélion, c'est qu'il y a plusieurs personnalités qui sont mises en avant et ça peut parler à un plus grand public. Après, le thème post-apocalyptique, c'est un thème que je ne connais pas spécialement énormément, mais que j'apprécie dans Copélion, que je trouve vraiment très sympa, donc j'ai hâte de connaître la suite, et pour l'instant je ne suis pas déçue de cette saga-là. Et le dernier du coup que j'ai lu, c'est le tome 1 de Jusqu'à ce que nos os pourrissent. C'est un manga que j'ai vu passer beaucoup partout, franchement, honnêtement, qui est en fait un manga qui concerne différents personnages, je sais pas vous dire combien ils sont, je crois qu'ils sont 5 peut-être, qui en fait ont un secret en commun, la mort de quelqu'un, qu'ils ont enterré à un certain endroit, et en fait chaque année ils se regroupent à l'endroit où le cadavre est enterré, ils vérifient qu'il est toujours là, ils se font toujours la promesse de ne jamais dévoiler ce secret là, jusqu'au jour où ils se rendent à l'endroit du coup comme tous les ans pour célébrer cette année quoi, et ils se rendent compte qu'en fait le cadavre n'y est plus. Voilà, donc ils ont du coup ce secret lourd en commun. Est-ce que quelqu'un de la bande les a trahis? Est-ce que quelqu'un d'autre les a trahis? Pourquoi? Comment? Voilà, il faut le découvrir. Le premier tome est sympa, j'aime bien l'ambiance que ça donne. Après c'est vrai qu'on apprend vraiment rien dans le premier tome, on apprend en fait les bases on va dire, ce qui est nécessaire quand même dans un premier tome, c'est d'appliquer les bases, mais c'est pas un manga qui à mon avis va être très dynamique. Je pense qu'il y a des tomes qui vont être superflus, à voir, je sais pas, j'en ai lu qu'un pour le moment donc je peux pas trop affirmer ça, c'est quelque chose que je mets en suspens, mais je pense qu'il va y avoir des tomes qui vont être beaucoup de passages à vide, donc à voir pour les prochains, mais en tout cas le premier tome j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas un coup de cœur mais c'est sympa. Franchement j'ai tellement parlé que je n'en peux plus. J'ai plus de salive, littéralement. Franchement je suis hyper sèche et je suis super ravie parce qu'au moins je vais pouvoir amener du coup les livres chez mes grands-parents vendredi. D'autant que j'ai retrié ma bibliothèque et que du coup j'ai quelques livres à amener chez eux. Je dis quelques livres, la pile elle est comme ça, elle fait plus que la taille de ma tête et je trouve ça tout à fait normal. Mais en gros il a fallu que je fasse du tri, il y avait des nouveaux livres et tout, enfin bref. On s'en fout. Je suis très contente d'avoir pu vous présenter ces livres là parce que je vais pouvoir du coup les amener chez mes grands-parents. Et il y a pas mal de bonnes découvertes. Comme je vous dis, si je devais classer mon livre préféré du mois, je pense que ce serait le Brittany Sherry quand même parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai hâte de lire les autres tomes. Du coup, potentiellement, je pense grandement qu'il va y en avoir un qui va arriver bientôt en lecture. Là j'ai terminé déjà un livre, je suis sur un autre livre en lecture et j'essaie vraiment d'éliminer mes livres physiques parce que j'en ai beaucoup trop. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.